Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça part sur une affaire criminelle qui s'est passée il y a 98 ans au sud de l'Allemagne, dans la région bavaroise. En 1922, l'inspecteur Georg Reingruber ne le sait pas encore qui est chargé de l'affaire, mais il vient d'obtenir un dossier qui suscitera des discussions encore aujourd'hui en 2020. Il s'agit d'une famille entière qui a été décimée dans la ferme et personne n'a rien entendu. Alors vous êtes prêts? L'os. Nous sommes en Allemagne, à 70 km au nord de München, dans une petite ville appelée Hinterkaifeck. Dans cette ferme vivent en fait 3 générations d'une même famille. Le père, Andreas, 64 ans, sa femme, Cecilia, 72 ans, leur fille Victoria, 35 ans, leurs petits-enfants Cecilia, qu'ils appellent aussi Tilly, qui a 7 ans, et pour finir le petit dernier, Josef, 2 ans. Il y a une nouvelle femme de ménage qui vient d'arriver, donc elle s'appelle Maria Baumgartner. La famille a mauvaise réputation dans le village. En effet, les habitants leur reprochent d'être avares, enfermés sur eux-mêmes, et les suspectent même d'avoir embauché des travailleurs clandestins. Le père, Andreas, était vu comme un homme solitaire, violent avec sa femme et sa fille, et était connu des services de police. De ce fait, peu de personnes leur rendaient visite. Victoria, qui allait à la chorale du village, était la seule à avoir des interactions avec les autres habitants. Concernant le petit dernier, Josef, plusieurs rumeurs circulent à son sujet. Il serait le fruit d'une relation incestueuse entre Victoria et son propre père, Andreas. Vous en savez un peu plus sur les victimes, alors maintenant que l'histoire commence. Nous remontons le temps jusqu'au samedi 1er avril 1922. Pendant plusieurs jours, quelques personnes vont toquer à la porte de la famille Gruber, soit pour leur vendre du café, soit pour donner du courrier, donc ça c'était le facteur. Comme j'ai dit avant, la famille n'a pas beaucoup de relations avec les autres habitants, et du coup ils sont pas très sociables et personne n'ouvre la porte. En plus, dans la nuit, en rentrant du travail, il y a un des voisins qui voit de la fumée dans la cheminée, du coup ça prouve qu'ils sont là mais qu'ils ne voulaient pas ouvrir. Récemment, il y a une tempête de neige dans cette région et les températures sont devenues assez froides. Du coup, il y a plusieurs machines qui sont tombées en panne. Le 4 avril 1922, un mécanicien va à la ferme pour réparer un de ses moteurs. Il toque à la porte de la maison, mais une fois de plus, personne ne répond. Pensant qu'ils sont allés faire un tour ou des courses ou on ne sait pas, il attend en fait devant la porte et après 1 heure, il décide quand même de réparer la machine parce que ça fait longtemps qu'il reporte le travail à plus tard à cause des températures. Pendant qu'il travaille, il siffle, il fait beaucoup de bruit pour signaler sa présence au cas où, on ne sait jamais si la famille reviendrait. Il met environ 4 heures pour la réparer et il sort de la salle des machines. Quand il passe devant la grange, il remarque quelque chose qui a changé, qui n'est pas normal. La porte de la grange était ouverte et le chien de la famille était dehors, accroché à la porte d'entrée de la maison. Même s'ils ne sont pas forcément appréciés dans le village, leur absence est quand même notée. Par exemple, la petite Silly, elle n'était pas à l'école pendant 2 jours et personne ne les a vus à la messe. Lorenz Schlittenbauer, qui est un des voisins des Gruber, va avec d'autres habitants à la ferme pour voir ce qui se passe. Il frappe à la porte, appelle les Gruber, ils essaient même d'ouvrir la porte, mais elle est fermée à clé. Après avoir inspecté tout l'extérieur, il se dirige vers la grange et pousse la porte. En avançant dans l'étable, un des hommes trébuche sur quelque chose. Il se rapproche pour voir ce qui lui a fait perdre l'équilibre, et en fait en face de lui il y avait une grosse botte de foin, une botte de foin avec une porte dessus. C'est un peu bizarre ça, une porte sur une botte de foin, c'est pas très normal. Il remarque que quelque chose dépasse de ce tas. Quand il se rapproche, il voit que c'est un pied humain. Il soulève alors la porte et découvre un homme sans vie en dessous. En le retournant, tous les 3 reconnaissent Andreas Gruber. Sous son corps, à lui, se trouvaient 3 autres corps dans le même état que lui. C'était Cecilia, Victoria et Tilly, autrement dit sa femme, sa fille et sa petite fille. Lorenz alors il rentre dans la maison par un des couloirs et découvre que dans une des chambres, il y a le corps de Maria Baumgartner qui est aussi sans vie. Et dans une autre chambre, du coup celle de Victoria, il voit la violence de la barbarie de ce qui s'est passé quand il regarde dans la poussette de Josef. J'ai pas envie de vous faire un dessin. Déjà les photos sont assez violentes si vous les regardez. Kaifeck étant un petit village, comme dans tous les petits villages, on sait que les nouvelles circulent assez vite. Du coup les habitants veulent voir de leurs propres yeux ce qui s'est passé dans cette ferme. Une fois sur les lieux, l'inspecteur Georg Reingruber entre dans l'étable et découvre la scène de crime. Ils font des photos et avec les autres policiers, ils font le tour en fait de la maison et constatent que dans la cuisine, il y a une marmite de soupe de pain brûlée. Sur la table où ils mangeaient, il y a des restes de nourriture et il y a aussi l'ardoise de la petite Silly. Dans la chambre, ils découvrent aussi des pièces de monnaie et des bijoux. Quand ils entrent dans le grenier, ils découvrent en fait des tuiles qui ont été enlevées du toit.
Mais c'est pas des tuiles qui ont été enlevées pour faire du bricolage, pour réparer des trucs. Non, non, c'est des tuiles qui ont été enlevées et on voit que c'est clairement pour surveiller ce qui se passait dans la cour de la ferme. L'autopsie se déroule dans la cour de la ferme. Toutes les victimes ont reçu des coups à la tête qui ont été mortels. Celle qui a reçu le plus de coups, c'est Victoria. Quant à Tseli, donc je rappelle, c'est 17 ans, les enquêteurs pensent qu'elle a survécu environ 2 heures après l'attaque avant de succomber à ses blessures. Les têtes ont été sectionnées puis envoyées à un laboratoire de München pour des analyses plus poussées. Petite parenthèse, les analyses n'ont pas pu être faites tout simplement parce que les têtes ont été perdues. On parle bien de 6 têtes humaines. Voilà. Les premiers interrogatoires se font alors dans la cuisine de la ferme. Les vendeurs de café, le mécanicien et les voisins sont interrogés en premier. L'inspecteur apprend que 3 éléments assez perturbants se sont déroulés le jour avant le meurtre. Les meurtres du coup. Dans la nuit du 30 mars 1922, quelqu'un est entré dans la salle des machines de la ferme mais n'a rien volé. Curieusement, ce jour-là, Andreas avait dit à Lorenz qu'il avait vu des traces de pas dans la neige devant sa cour, dans sa cour, et qu'il ne trouvait plus ses clés de maison. Ajouté à ça, il y a le facteur qui dira que Andreas, il avait trouvé un journal devant chez lui, mais qui n'était pas un journal à lui, il n'était pas abonné à ce journal du tout. Beaucoup de personnes ont été suspectées dans cette affaire, à vrai dire des centaines, une centaine, quand même pas. Moi j'ai vu la liste, elle est quand même vraiment très longue. La police en fait, elle se concentre que sur les principaux suspects, et je vous en présentais 3, ce qui me paraissent le plus intéressant, parce que sinon la vidéo va faire 40 minutes. En premier de la liste se trouve Lorenz Schlittenbauer. C'est un des voisins, comme j'ai dit, de la famille Gruber. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il devait se marier avec Victoria quelques mois auparavant. Leur mariage a été empêché par le vieux Gruber parce que lui, il disait que sa fille, elle devait être qu'à lui. Et du coup, on sait que quelques mois après, naissait le petit Joseph. On peut donc se poser la question, est-ce que Joseph est le fils de Lorenz ou bien d'Andreas? Dans un des témoignages lors des interrogatoires, un des voisins dira qu'il avait trouvé l'attitude de Lorenz assez bizarre. Sur le chemin pour aller à la ferme, il a dit en parlant de la famille du coup, « Oh, soit ils sont partis, soit ils sont morts, hein. Soit ils ont été tués. Ils ont été tués. » De plus, il avait l'air de savoir exactement où aller sur les lieux du crime. Quand ils ont essayé d'ouvrir la porte d'entrée, elle était donc fermée à clé, mais quand ils étaient dans la maison pour sortir, Lorenz a miraculeusement trouvé la clé pour ouvrir. C'est bizarre ça, sachant que le jour d'avant, Andreas lui avait dit qu'il avait perdu ses clés. Une deuxième hypothèse est que le coupable pourrait être Karl Gabriel. Karl Gabriel, en fait, c'est le mari de Victoria, et on sait qu'il est allé à la guerre et qu'il est mort en 1914. Et s'il avait survécu, échangé son identité avec quelqu'un et était rentré à la ferme, et bien sûr en voyant Joseph, il aurait pété un plomb et il aurait voulu se venger. En 1971, donc 49 ans après les faits, une dame apporte un témoignage. En fait, elle dira qu'un jour, lorsqu'elle avait 12 ans, sa mère a reçu la visite des meurtriers, donc deux. Il s'agirait d'Andreas et de Karl von Stauffenberg. Je sais, il y a beaucoup de Karl et d'Andreas. Avec les recherches que j'ai faites, voici un des scénarios qui a pu se produire cette nuit-là. Le vendredi 31 mars 1922, alors que la nuit commence à tomber, une tempête de neige se lève. Tout le monde est dans la maison et les enfants sont au lit. Entendant du bruit dans les tables, Victoria s'y rend et découvre une personne qu'elle connaît. Ils discutent, le ton monte et l'autre personne commence à s'énerver. Le meurtrier tente alors de l'étrangler, mais elle survit. Il prend la première chose qui est sous sa main pour la faire taire et la frappe à la tête à plusieurs reprises. Cecilia, ne voyant pas sa fille revenir, va dans la grange et se fait également assassiner. Andreas, qui n'a pas de nouvelles du coup des femmes qui sont allées dans la grange, va à son tour dans la grange. Avant de voir leur corps au sol, il se fait attaquer par surprise. Trouvant la maison bien silencieuse, la petite Silly se serait aussi alors levée et aurait cherché les autres. En arrivant dans les tables, elle aurait été assommée et le meurtrier traverse alors le couloir de la maison, un couloir qui donne sur la maison, et s'en prend à Maria Baumgartner à la tête. Il va dans la chambre de Joseph et le tue en dernier. Donc après cette nuit-là, seul le chien de la famille est vivant et le meurtrier reste quelques jours dans la maison après les meurtres. Il nourrit les animaux, traite les vaches et cache l'arme du crime. Je n'ai pas parlé de l'arme du crime tout de suite et j'ai fait exprès. En fait, un an après la tuerie, les habitants ont demandé que cette maison soit détruite et en la démontant, ils ont trouvé dans le grenier à côté de la cheminée, sous le plancher, une pioche ensanglantée. C'est l'arme du crime. Plusieurs personnes diront et ont confirmé qu'il s'agit bien de la pioche de la famille Gruber. Ce qui nous apprend quelque chose d'assez intéressant sur les meurtres. Si c'est une pioche des Gruber, si cette pioche appartient bien aux Gruber, on peut se penser que l'acte était impulsif et pas forcément prémédité. Du moins, cette pioche n'était pas censée être l'arme du crime si préméditation il y avait. D'après le rapport d'enquête, le mobile serait le vol, mais personnellement j'y crois moyennement. Dans les inventaires qu'ils ont fait, il est dit que il y avait de l'argent dans la chambre de Victoria qui était bien en vue et qui était encore là du coup.
Les bijoux étaient encore là et puis dans les sacs à main aussi il y avait encore de l'argent. Les deux mobiles qui me viennent à l'esprit sont la punition et la vengeance. En effet, sur une des notes de décès, quelqu'un a écrit à la main punition de Dieu et honte du sang. Ça peut clairement faire référence à l'inceste entre Victoria et son père. Et deuxièmement, la vengeance, parce que Victoria, encore elle la pauvre, c'est elle qui a pris le plus de coups. Enfin, c'est sur elle que le meurtrier s'est lâché, quoi. Du coup, je me demande si le tueur voulait vraiment tuer toute la famille ou juste une seule personne, si c'était que elle qui était visée ou quelqu'un d'autre. Voilà. Ça nous amène donc au point suivant. Je pense que le coupable connaissait la famille, voire avait un lien sentimental avec eux. Sinon, pourquoi il aurait recouvert leur corps et leur tête? Que ça soit dans la grange avec la porte, dans la maison, donc Maria Baumgartner avec un drap, ou bien dans la chambre, donc la poussette de Joseph avec une jupe de sa mère. J'ai passé plusieurs journées à faire des recherches, que ça soit en allemand, en français, pas trop en anglais, mais surtout en allemand et en français. Et honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. En fait, il y a beaucoup d'informations sur cette affaire et si j'avais voulu tout traiter, ça aurait été beaucoup trop long, quoi. Ce qui me fascine en fait dans cette triste affaire, c'est le tueur. Le fait qu'il soit resté dans la maison après cet acte, après qu'il ait tué tous ces gens. En fait, il a mangé juste à côté du corps de Maria Baumgartner, donc vu que la cuisine était juste à côté de sa chambre. Je me pose aussi la question pourquoi il a tué toute la famille, pourquoi tuer un bébé, quoi. Je veux dire, encore ceux qui auraient pu l'identifier, je comprends. Voilà, je comprends, je cautionne pas, je comprends, c'est logique, mais un bébé de 2 ans, c'est pourquoi? Et bien entendu le fait que l'affaire ne soit pas résolue. Pendant mes recherches, il y a une des victimes qui m'a fait vraiment de la peine, c'est la femme de ménage, parce qu'en fait, on se rend compte qu'au moment où elle accepte ce job, en fait, elle signe son arrêt de mort tout simplement. Imaginez, c'était son premier jour de travail, elle arrive dans la maison et quelques heures après, elle se fait assassiner. C'est l'exemple parfait de l'expression elle était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Et si en fait elle est arrivée un jour plus tard, elle sera encore en vie sûrement. Sa sœur dira même dans son témoignage que lorsqu'elles se sont quittées, donc vers 17h, elle a grippé son bras, donc Maria a grippé son bras et ne voulait plus le lâcher, et comme si elle sentait le danger arriver. J'espère que vous avez autant eu de plaisir à écouter cette vidéo que moi à raconter et à faire mes recherches. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner, activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Partagez en masse pour qu'on ait d'autres avis sur qui pourrait être le tueur. Parce qu'il y a tellement de monde de suspects. Et du coup, likez si vous voulez, quoi. À bientôt pour de nouvelles histoires de la peur ou à faire de la peur. Jussi.